On va commencer par une question donc écrite de la part de Ghislaine Raymond et de Jacques Lecourt. Donc, des questions qui se rejoignent un petit peu. Ghislaine semble avoir des problèmes de connexion Internet et elle aimerait avoir éventuellement les notes de ta présentation, Xavier. Elle se demandait si c'était possible pour toi de peut-être les partager. De même, Jacques demandait si c'était possible d'avoir un résumé, peut-être, ou disons au moins tes notes de l'atelier pour pouvoir approfondir sa réflexion. Il disait que c'est ça, il a posé plein de, il a écrit pas mal de notes et puis il était vraiment très intéressé par ta présentation. Donc voilà, peut-être répondre à ces questions-là pour commencer. Oui, oui, mais je pense que c'est possible. Je vais passer le correcteur là, parce que ben, c'est mes notes, puis bon, il y a assez de pages, puis tout ça, mais je vais essayer de faire le ménage, de mettre ça au propre, puis je pourrais partager ça. Ce que je vais faire aussi, j'ai pas eu le temps de le faire parce que il a fallu que je consacre là, le temps à la présentation à la préparation au cours des derniers jours, c'est de préparer une petite liste de lecture de livres et de quelques textes, en fait, qui pourraient être vraiment intéressants, qui permettent qui résument certains éléments que j'ai expliqués, puis qui vont plus en profondeur sur certains autres aussi. Donc ça, je vais envoyer ça, je ne sais pas si à toi, Samuel, ou à Marc-Olivier Cyr, mais je vais pouvoir vous faire parvenir ça pour qu'on puisse faire circuler tout ça. Excellent, merci beaucoup. Donc, on a une première question de la part d'Elisabeth Germain. Je vais activer son micro. Elisabeth, si tu peux activer ton micro également, tu vas pouvoir poser ta question. Merci beaucoup. Tu es en ligne. Elisabeth, est-ce que tu nous entends? Pour activer ton micro, tu vois, tu as un petit micro orange dans le petit encadré à droite de ton écran. Tu peux cliquer dessus. Bon. On ne semble pas entendre Elisabeth. On va passer à une question vocale de Loïc Nigan. Donc, Loïc, je vais activer ton micro. Tu peux activer également ton micro de ton côté. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ben, merci beaucoup, Xavier, pour ta présentation. Super intéressant. J'ai manqué un petit peu, ça allait vite là, dans tout le flux de tes idées. En gros, ce que je comprends, c'est que, bon, tu as parlé de trois perspectives pour identifier les crises économiques, puis rester sur celle marxiste. Est-ce que tu peux réexpliquer? Parce que ce que je comprends, en gros, c'est que tu dis, c'est qu'il va toujours avoir des cycles de récession puis de croissance économique, puis que c'est en fait sain, puis que on doit passer par une phase de destruction créatrice pour renouer avec la croissance. Mais j'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit toujours comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas justement dans un cycle, j'allais dire un cycle de croissance infinie? Ça va à l'encontre, si on veut, de l'idée que la planète n'est pas finie au niveau de capacité écologique, mais dans une idée purement économique, pourquoi est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait des crises puis de la destruction? Ouais. Super bonne question. Puis ça va me permettre de préciser quelque chose que je n'ai pas effectivement peut-être assez clarifié. Donc, moi, je ne suis pas pour la croissance infinie. Okay? Ça, je ne pense pas que ça soit une bonne perspective. Il y a des limites physiques, naturelles sur notre planète, des ressources limitées. On le voit avec la crise climatique, la destruction des différents systèmes écologiques, marins, etc. Okay? Donc, il n'y a pas de doute qu'il faut contrôler la croissance pour l'ajuster de façon à répondre à nos besoins. Et avoir un rythme de croissance ou de décroissance qu'on pourrait établir démocratiquement. Une économie socialiste, une économie démocratique nous permettrait de faire ça. Mais sur le capitalisme, ça ne fonctionne pas comme ça. L'économie capitaliste, elle est organisée non pas de façon planifiée et donc non pas de façon potentiellement démocratique. Elle est organisée par l'entremise d'une multitude, une myriade, un très, très grand nombre d'entreprises privées qui ne sont pas connectées entre elles pour organiser leurs activités à l'interne dans leurs entreprises et coordonner leurs activités les unes avec les autres pour répondre à nos besoins. Ce qui coordonne l'activité de cette multitude d'entreprises privées, donc séparées, donc qui ne planifient pas leur coordination, ce qui permet de se coordonner à ces entreprises-là, c'est le marché. C'est l'échange de marchandises et c'est la fluctuation des prix des marchandises qui va leur permettre donc d'avoir du feedback
et de s'adapter à la demande du marché. Mais cette organisation de l'économie sur la base du marché, ça fait en sorte, comme j'essayais de l'expliquer au début de ma présentation, que chacune des entreprises est forcée de faire face à la concurrence sur le marché. Et donc, l'entreprise doit, pour servir ses intérêts privés, systématiquement accumuler du capital, augmenter la productivité du travail qu'elle emploie pour pouvoir conserver et augmenter ses parts de marché. Donc, chaque entreprise capitaliste est obligée de maximiser son profit, de maximiser sa productivité pour maximiser ses parts de marché. Et pour ce faire, chaque entreprise doit accumuler des machines, des ordinateurs, doit accumuler du capital. On ne peut pas s'en sortir. Ça fait en sorte, ça, que chaque entreprise individuelle doit faire ça. Puis au niveau de l'économie dans son ensemble, ça veut dire que l'accumulation du capital, ça devient, sous le capitalisme, une fin en soi. Ça, c'est dans l'ADN du système économique capitaliste. Le capital doit constamment s'accumuler. Et si le capital arrête de s'accumuler, eh bien là, on arrive dans une période de crise économique. Et les crises économiques, ça crée du chômage, ça crée de la misère sociale et ça crée une situation qui est absolument néfaste du point de vue des travailleurs et des travailleuses. Okay? Et donc, le capital, lui, il doit, pour retourner sur le chemin de la croissance, faire le ménage des entreprises qui sont les moins productives pour que les entreprises les plus profitables et les plus productives puissent prendre les parts de marché, éliminer les installations, les usines, les magasins, etc., les appareillages qui sont les moins productifs et recommencer un nouveau cycle de croissance. Mais sur le capitalisme, la croissance, c'est un impératif. C'est dans l'ADN du système. Tant qu'on reste sous le capitalisme, on est tous et toutes soumis à ces impératifs de croissance-là. Si les gouvernements et les dirigeants politiques qu'on a aujourd'hui nous parlent toujours de la croissance du PIB comme une fin en soi, comme si c'était quelque chose, un objectif qu'on devait toujours atteindre, c'est parce que c'est dans l'ADN du système, comme j'essayais de vous l'expliquer. Mais ça, c'est l'intérêt du capital. Nous, notre intérêt, ça serait de dépasser cette logique de croissance infinie du capital pour produire, non pas pour maximiser les profits, comme chaque entreprise est contrainte de le faire sous l'économie capitaliste par les impératifs compétitifs du marché, mais plutôt changer la structure de l'économie pour que démocratiquement, on établisse la façon dont on va répartir les ressources économiques, la façon dont on va organiser la production des biens et services et leur distribution, non pas par l'entremise du marché et des impératifs concurrentiels et donc de l'accumulation comme une fin en soi, mais plutôt comme de façon démocratique, collective, de façon à répondre à nos besoins. L'économie capitaliste, c'est une production qui se fait pour maximiser les profits et donc l'accumulation devient une fin en soi. Cette accumulation-là, elle crée à terme, chaque 10 ans environ, une suraccumulation de capital, une baisse de la profitabilité. Et pour repoursuivre la croissance économique, ce qu'on doit faire, c'est détruire du capital pour relancer un cycle économique. Mais là, depuis les 2 dernières décennies environ, ce à quoi on assiste, c'est que le capital a créé sa propre barrière parce qu'il s'est suraccumulé et donc le profit baisse. Et donc ça fait en sorte que les capitalistes qui veulent toujours engranger des profits quand même ont recours à des processus artificiels de spéculation financière pour booster artificiellement la valeur de leurs actifs parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'investir de façon productive dans l'économie. Ça crée une situation où, d'une part, comme je le disais, il y a une stagnation de la productivité. On n'arrive plus à créer vraiment d'autres richesses, mais il y a une spéculation financière qui accumule la richesse au sommet, et ça renforce les inégalités socio-économiques. Et donc, nous, on subit les contre-coups, d'une part, d'un système où les inégalités socio-économiques continuent de s'amplifier et de s'accélérer, et on a une économie qui essaye, tant bien que mal, même si elle n'y arrive plus de façon aussi efficace qu'avant, de rester sur le chemin de la croissance et de maximiser son profit en essayant d'exploiter une main-d'œuvre toujours à plus bon marché dans les pays du Sud global, en détruisant de plus en plus les écosystèmes et en y allant en parallèle de spéculation financière pour essayer de contourner les problèmes de suraccumulation et de faible profitabilité. Donc, le capitalisme est à un stade en ce moment où il a créé ses propres barrières. Il n'arrive plus vraiment à les dépasser. Il spinne dans le beurre.
il essaie de pelleter par en avant. Et la solution du point de vue du capital, pas de notre point de vue, ça serait d'y aller avec un choc économique qui ferait le ménage du capital pour recommencer un nouveau cycle d'accumulation. Mais moi, je ne veux pas ça. Parce que si on fait ça dans 10 ans ou dans 15 ans, on va retourner encore aux mêmes barrières, mais à un niveau encore plus élevé de destruction environnementale et d'exploitation des travailleurs et travailleuses partout sur la planète. Mais du point de vue du capital, ça serait ça la solution. Mais le capital n'ose pas faire ça parce qu'ils savent que s'ils font ça, ça va créer une misère socio-économique tellement forte qu'il va probablement avoir des rébellions très, très importantes partout à travers le monde. De notre point de vue, la solution, ce n'est pas une crise économique puis une destruction de capital. De notre point de vue, c'est de sortir de la logique de l'organisation marchande de l'économie et de la propriété privée et commencer à socialiser, à nationaliser, mais à démocratiser aussi différents secteurs de l'économie. Merci beaucoup, Xavier. Vraiment très intéressant, encore une fois. On a énormément de questions. Vraiment, là, les gens se sont lâchés lousse. On a beaucoup de questions par écrit. J'ai 2 questions à l'oral, donc je vais passer aux questions, à une question écrite pour pouvoir assurer l'alternance. On a une question donc de Patricia Posadas qui demande pourquoi Volcker voulait-il réduire le niveau de vie des Américains si cela devait réduire leur pouvoir d'achat? Ouais, OK. Très bonne question encore une fois. Mais j'en reviens encore à mon idée que j'aurais probablement dû le présenter en début de présentation, mettre ça plus clair encore. Il y a 2 points de vue ici. Il y a une économie capitaliste, il y a le point de vue du capital, puis il y a le point de vue de la majorité des travailleurs et des travailleuses. Volcker, lui, ce qu'il constate, c'est que dans les années 70, il y a une stagnation économique, hein, comme je l'ai appelé, la stagflation. Et les politiques keynésiennes n'arrivent pas à sortir de ça. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la profitabilité des entreprises stagne. Parce qu'il y a trop d'entreprises, encore une fois, qui ne sont pas assez profitables et productives, mais aussi parce que les salaires sont trop élevés et ça vient miner les profits des entreprises. Donc, Volcker, ce qui se dit, puis c'est pas un complot ici, Volcker, lui, sa job, c'est de faire avancer l'économie et l'accumulation du capital. Il est à la tête de la Fed, la Banque centrale américaine, une institution centrale du capitalisme et de l'économie capitaliste. Relancer la profitabilité et relancer l'accumulation. Et donc, ce qui se dit, c'est, bon, là, tous les travailleurs et travailleuses qui, depuis la fin des années 60 et pendant les années 70, font des grèves massives, okay, dans les différents pays. Il y a mai 68 en France, il y a une vague de grèves massive en Italie, aux États-Unis aussi, au Québec, on a le taux d'activité de grève, un des plus élevés dans le monde au début des années 70. Et donc, Volcker et d'autres dirigeants politiques et économiques se disent il faut rétablir la discipline. Il faut que les travailleurs et travailleuses demandent moins, qu'on baisse ou qu'on fasse stagner les salaires et qu'en parallèle, on augmente la profitabilité en augmentant les cadences, en développant des nouvelles technologies de production, en allant développer des nouveaux pôles d'accumulation en Chine, dans le nord du Mexique, dans les maquiladoras, etc. Et là, on se dit, si on augmente la productivité, que les salaires stagnent, l'effet direct de ça, ça va être de rétablir la profitabilité et on va avoir un nouveau cycle de croissance. Okay? Donc, c'est pour ça que Volcker va vouloir faire stagner les salaires réels, parce que ça va permettre la profitabilité et donc un nouveau cycle de croissance. Il faut bien comprendre que, moi, par exemple, il y a un livre qui est disponible qui fait un compte-rendu des réunions de la Business Roundtable. La Business Roundtable aux États-Unis, c'est une organisation patronale qui s'est créée, qui est comme le Conseil du patronat au Québec qui existe aujourd'hui. Okay? Dans les années 70, la Business Roundtable, qui rassemble les plus grands PDG d'entreprises des États-Unis, fait des réunions où on peut lire les comptes rendus de ça. Ils se parlent entre eux, c'est assez intéressant ce qu'ils se disent. Ils se disent, et explicitement, là, je cite explicitement, il y a des PDG qui interviennent qui disent il faut rétablir la discipline. Il faut que les travailleurs et travailleuses comprennent que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est d'avoir une job. Peu importe le salaire auquel ils sont payés. Et pour ça, il faut faire augmenter le taux de chômage, il faut brimer les droits syndicaux, il faut donc créer des hausses de salaire plus faibles ou même faire stagner ou réduire dans certains cas les salaires pour rétablir la profitabilité. Et comme je vous le dis, allez googler. Paul Volcker, octobre 1979 dans le New York Times. Il l'a dit à d'autres endroits aussi. Il dit le niveau de vie des Américains doit baisser. Parce que du point de vue du capital, c'était plus assez profitable
pour relancer la profitabilité, c'était nécessaire. Merci encore, Xavier, pour tes réponses très éclairantes. On va passer à une question donc vocale de Barbara Gagnon. Donc, Barbara, je vais activer ton micro. Tu peux l'activer également de ton côté. On t'écoute. Bonjour, on m'entend-tu bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. OK, parfait. Ben, c'est ça, ma question, c'est peut-on éventuellement passer d'une économie mondiale au service des banques à une économie de proximité qui tient compte des besoins essentiels des individus? Et pour mêler un peu le tout, est-ce que les deux systèmes peuvent coexister ensemble? Excellente question. Je pense que d'abord, il faut réfléchir à ça ensemble. Exactement la façon dont on organiserait ça, moi, je n'ai pas de plan fait à l'avance. Je pense fondamentalement que ça va découler de luttes collectives, de réflexions, puis de projets démocratiques. Donc, évidemment, c'est pas juste à moi ou à n'importe qui individuellement d'établir ça, mais on peut y réfléchir ensemble, et on doit y réfléchir ensemble. Je pense que la question fondamentale qui est posée ici, c'en est une d'échelle, évidemment, le local, le régional, éventuellement le national, puis le mondial. Et ça, la question de l'échelle, on peut la régler, mais dans un cadre qui ne serait pas capitaliste, qui serait démocratique, sur à quel point on veut produire pour surtout local, mais on veut garder quand même des échanges internationaux parce qu'on aime ça, des ananas ou des bananes ou des fruits qui poussent ailleurs, ou parce qu'il y a des gisements miniers qu'on veut continuer à exploiter, mais de façon sans compromettre l'environnement dans certains pays pour les amener dans d'autres régions du monde. Mais là, la logique en ce moment qui régule ces échanges internationaux, ce n'est pas une logique de planification démocratique. C'est une logique de maximisation du profit, comme je le disais, et de maximisation de l'accumulation du capital. Je reviens à mon point tout à l'heure de l'organisation de l'économie capitaliste par une multitude d'entreprises. Le capitalisme est un grand paradoxe dans l'organisation de l'économie. C'est-à-dire que dans une économie capitaliste, on est toutes et toutes dépendants du marché, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance, une interdépendance sociale plus grande que jamais. Okay? Moi, je n'ai pas fabriqué l'ordinateur que j'utilise pour vous parler en ce moment, puis demandez-moi pas de le faire, j'en ai aucune espèce d'idée de comment le faire. Le café que j'ai bu tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai cultivé. Les lunettes que j'ai dans la face, c'est pas moi qui les ai fabriquées, j'arriverai pas à concevoir les verres qui me permettent de bien vous voir, de bien voir l'écran, en tout cas en ce moment. Donc, je dépends d'une multitude d'individus, de travailleurs et de travailleuses à travers le monde, okay, en ce moment. Mais la coordination de ces activités économiques-là, cette interdépendance sociale qui existe, elle est organisée à travers l'échange de marchandises. Marx disait, il y a un paradoxe sur le capitalisme où est-ce qu'il y a des rapports sociaux entre objets. C'est-à-dire donc qu'on s'organise à travers l'échange sur le marché. On est hyper interdépendants les uns des autres, mais on s'organise à travers, non pas un plan démocratiquement établi, mais à travers l'échange de marchandises. C'est ce que je dis au début de ma présentation, on est dépendant du marché. Mais si on s'organise à travers le marché, encore une fois, ce que ça fait en sorte, ça, c'est que les entreprises sont en concurrence. Et si on a de la concurrence, on va toujours nécessairement avoir des entreprises qui vont produire pour maximiser leurs profits. C'est pas parce que les dirigeants d'entreprise sont des, passez-moi l'expression, des trous de cul, des mauvaises personnes, des gens qui n'ont pas de morale puis qui sont cupides. Il y en a beaucoup qui le sont, ça c'est clair, mais c'est pas ça la question. Ils peuvent aimer les fleurs, les bébés, puis être bien gentils dans leur vie privée, ces gens-là. Mais quand ils jouent leur rôle de dirigeant d'entreprise, ils doivent maximiser les profits. Et si on est dans une économie où on produit pour maximiser les profits, bien là, on n'a pas la marge de manœuvre démocratique pour planifier les différentes échelles de production. Ce qui va toujours primer, c'est l'idée de la maximisation de la productivité et la maximisation du profit. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti du pétrole encore. C'est pas parce que les gens ne savent pas comment, puis parce qu'on n'a pas accès à des technologies alternatives au pétrole. C'est parce que le pétrole, c'est ce qui permet d'avoir les profits les plus élevés dans une économie mondiale capitaliste. Juste pour vous donner un exemple. Donc oui,
on doit avoir de la production davantage locale, qui est beaucoup plus écologique, qui nous permet de préserver nos écosystèmes. Puis on doit en parallèle aussi préserver des échanges interrégionaux, voire internationaux. Mais pour pouvoir penser ça, il faut sortir d'une logique capitaliste où on produit pour le profit. Il faut avoir une logique d'une économie où on produit pour répondre aux besoins des gens de façon planifiée et de façon démocratique. Excellent, merci beaucoup Xavier. On a justement, on a encore énormément de questions. Une question de Gaétan Houle qui rejoint un peu des éléments dont tu parlais à l'instant. Gaétan Houle nous demande: l'exploitation des ressources requiert de l'argent et les profits vont aux investisseurs, une petite minorité au détriment des populations. Donc sa question c'est: on parle de problèmes, mais parlons de solutions. Pourquoi tout simplement ne pas abolir l'argent? Oui, OK, grosse question. Je pense que les différents éléments d'une économie capitaliste vont ensemble. L'argent puis les flux financiers, les flux de capitaux, la finance dont je vous parle, avec la spéculation frénétique que j'ai essayé de vous présenter dans ma présentation et tout ça, c'est pas désincarné de l'économie réelle. C'est-à-dire que dans une économie capitaliste, encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que même dans les années 50, 60, dans le boom d'après-guerre, okay? Le boom d'après-guerre de 1945 à plus ou moins 1973, c'est 25 ans de croissance économique jamais vu. Et ce qu'on a constaté à ce moment-là, c'est que ce boom-là, il s'est fait à travers la reconstruction des économies japonaises et européennes qui avaient été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est fait à travers du commerce international et des investissements directs étrangers. Donc, pendant ces décennies-là, depuis la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le développement de multinationales, développement du commerce mondial, développement de la production capitaliste industrielle, etc., etc. Mais au fur et à mesure que ça se développe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des profits qui sont engrangés et une part de ces profits-là va devenir des liquidités monétaires qui vont être investies sur les marchés financiers. Mais la finance, elle n'existe pas de façon séparée et désincarnée. Le capital en s'accumulant. Et donc, l'accumulation du capital en forme de machines, de magasins, de camions, d'ordinateurs, etc., quand on accumule ça, les processus d'accumulation capitaliste, ils sécrètent naturellement de l'argent et de la finance qui va servir à la spéculation sur les marchés financiers. Donc, le problème, je pense, c'est pas simplement d'abolir l'argent ici. C'est plutôt plus fondamentalement, en fait, je pense, de repenser l'organisation de l'économie capitaliste. Si on a une économie qui est basée sur la propriété privée des moyens de production, sur le pouvoir du capital, sur l'investissement, la production et la répartition de ce qu'on produit, et l'organisation de cette mécanique-là sur la base du marché, et donc la compétition, et donc l'accumulation comme fin en soi, tant qu'on ne s'attaque pas à ces fondements-là de l'économie, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production et l'organisation à travers le marché de la production et de la répartition de la richesse, on va toujours avoir de l'argent. Donc, le problème, ce n'est pas tant ou pas seulement, en tout cas, l'argent, c'est fondamentalement de repenser la structure de l'économie. Il faudrait démarchandiser un nombre croissant et toujours plus grand de sphères de notre vie sociale, de sphères de l'économie qui est privatisée finalement. Okay? Et le socialiser et le démocratiser. Et si on fait ça, on va avoir à terme besoin de moins en moins d'argent. Mais je pense qu'il faut prendre le problème par ce bout-là d'abord. Je répondrai comme ça. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une question vocale de Simon Parent. Simon, je vais activer ton micro. Tu peux faire de même de ton côté. On t'écoute, Simon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci, Xavier, pour ta présentation. J'aurais aimé ça de t'entendre sur la réponse du gouvernement à la crise actuelle, puis peut-être la comparer à ce qu'on a vu en 2008, où le gouvernement américain avait investi massivement pour sauver des institutions financières, puis le secteur automobile qui était considéré too big to fail, ou que si on ne les sauvait pas, il y allait avoir une catastrophe économique d'autant plus grave. Je voulais savoir en quoi la réponse actuelle du gouvernement américain puis de la Fed joue dans la même logique ou différemment, puis à quoi on peut s'attendre de la réponse qu'on voit présentement.
Oui, c'est absolument la même logique. On n'est pas sorti de cette logique-là. Elle s'est intensifiée, hein, comme je l'ai montré avec un des derniers graphiques que je vous ai montré. Hein. Vous voyez que ça s'est intensifié. Donc, moi, en fait, effectivement, je pense que ce à quoi on assiste, c'est les dirigeants des institutions économiques mondiales et les dirigeants politiques qui constatent que s'ils laissent aller l'économie s'écrouler, il va y avoir, comme je l'ai dit dans la présentation, un coût social et politique trop grand à porter. Et il y a des menaces justement de rébellion, de mouvements collectifs qui remettraient en question le pouvoir du capital. Vendredi, dans les pages du Financial Times, le graphique que je vous montre est tiré du Financial Times, mais vendredi dernier, il y a un éditorial du Financial Times qui est probablement un des plus grands, sinon le plus important journal économique mondial. Hein, ça, le Financial Times, c'est le journal que la classe capitaliste mondiale, les grands de ce monde, les riches, lisent. By the way, quand on est abonné au Financial Times, on reçoit une fois par mois un magazine en papier glacé, et le nom de ce magazine-là, c'est « How to Spend It ». Comment dépenser votre argent. Parce qu'il y en a tellement qui ne savent pas comment le dépenser, qu'ils ont besoin d'un magazine, puis le Financial Times s'occupe de ça. Petite parenthèse. Donc, il y avait un éditorial vendredi du Financial Times. Et le Financial Times disait, oui, on est encore pris dans une logique qu'on ne veut pas vraiment suivre, c'est-à-dire que les gouvernements investissent massivement des liquidités à travers leur politique monétaire, mais aussi des programmes de dépenses publiques à travers leur politique fiscale, pour maintenir à flot les entreprises, pour pas que l'économie s'écroule. Mais le Financial Times disait c'est nécessaire de le faire parce que sinon, il va y avoir une remise en question d'une économie libérale. Et ce qu'il disait essentiellement, c'est que le système capitaliste va s'écrouler et que le système capitaliste demeure malgré tout le meilleur système pour s'organiser, pour organiser la société. Donc, c'est juste un exemple, ça laisse transparaître. C'est que depuis 2008-2009, ils savent qu'ils peuvent à peu près pas revenir à la stratégie de Volcker puis des banques centrales à la fin des années 70, au début des années 80. Ils savent que s'ils font pas ça, non seulement les grandes institutions financières vont s'écrouler et des grands secteurs aussi. En ce moment, c'est moins les banques qui causent problème. En 2008-2009, c'était les banques. En ce moment, c'est surtout les entreprises dites non financières qui, en fait, ont développé leurs activités de spéculation financière de façon faramineuse au cours de la dernière décennie et ont dans leur poche, dans leur portefeuille, des produits toxiques financiers et ça menace de s'écrouler. C'est pour ça qu'à droite de l'écran, ce qu'on voit, c'est les banques centrales qui rachètent les produits toxiques des entreprises industrielles pour s'assurer qu'elles ne fassent pas faillite. Ils font ça parce qu'ils ne veulent pas que les entreprises fassent faillite, évidemment, mais ils font ça aussi parce qu'ils savent que si l'économie s'écroule, ben, il y a de plus en plus de gens qui vont se dire ben là, ça ne fonctionne plus. Là. Il faut sortir de la logique capitaliste, il faut sortir de cette organisation de l'économie. Donc, je pense que c'est là, fondamentalement, la question elle devient plus simplement économique, elle devient sociopolitique, en fait. Mais je pense que les programmes vont se continuer, ça va juste s'intensifier, en fait, dans les mois qui vont suivre. J'espère que ça répond. Merci Xavier pour ta réponse. On a une question en fait à l'écrit d'Elisabeth Germain qui avait tenté plutôt de poser une question à l'oral. Donc Elisabeth nous demande, vous semblez dire que la destruction créatrice est nécessaire pour sortir de la crise, mais cette destruction n'est-elle pas trop dramatique pour les travailleurs et travailleuses? Comment faire une transition sans que ce soit les populations qui soient victimes de la sortie de crise? Excellente question, excellente question. Je veux commencer par dire que l'expression destruction créative, en fait, elle est bonne d'une certaine façon, puis elle est, je veux dire comme ça, dégueulasse d'une autre façon. Okay? Schumpeter, qui a amené cette expression-là, comme je le disais, c'est un économiste, en fait, libéral conservateur, un politologue aussi conservateur, un antidémocrate. C'est pas un personnage que moi, j'apprécie particulièrement. Son expression est mauvaise au sens où ça donne l'impression qu'on est comme dans une situation où il faut être un peu comme des artistes torturés, où est-ce qu'on va détruire notre œuvre pour en faire sortir une meilleure. Hein? Puis que c'est un processus plus ou moins bénin. En fait, c'est un processus qui est catastrophique pour la majorité de la population. Les crises économiques détruisent massivement du capital. Ça permet une relance de l'accumulation du capital. Du point de vue des capitalistes, c'est très bien ça. Du point de vue de la majorité des gens, la majorité de la population qui sont donc des salariés, des travailleurs et des travailleuses, ça a un effet absolument destructeur.
Au moment où on se parle, là, il y a des vies qui sont détruites. En 2008-2009, il y a des vies qui ont été détruites. Il y a des gens qui vont vivre dans la rue, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des lignes énormes devant les banques alimentaires. On a vu la même chose en 2008-2009, on a vu la même chose en 80-81-82. Pendant toutes les récessions, il y a énormément de misère qui est créée et qui dure pendant plusieurs mois, et pour plusieurs individus, ça dure toute leur vie parce qu'ils n'arrivent plus à se trouver un emploi de qualité puis à subvenir de façon correcte à leurs besoins. Donc, une crise économique, encore une fois, j'en reviens toujours à cette idée qu'il y a le point de vue du capital. Du point de vue du capital, c'est bien parce que ça permet la relance. Il y a des capitalistes qui vont perdre au change. Eux, individuellement, ne sont pas contents de ça. Mon point de vue du capital dans son ensemble, c'est bien parce que ça pourrait relancer l'économie et donc le processus d'accumulation et d'engrangement des profits. Du point de vue des travailleurs et des travailleuses, c'est tout le contraire. Mais une crise économique, c'est toujours un moment aussi de déstabilisation du système. Pas pour rien que QS, en 2009, il a été du manifeste que je mentionnais tantôt, hein, pour sortir de la crise, dépasser le capitalisme. C'est parce que les crises, c'est un moment de délégitimation du système économique où les gens se posent la question, mais pourquoi une crise encore? Il y en a toujours, à chaque 10 ans. Okay? C'est un moment où est-ce que c'est difficile de lutter parce que, comme je le disais, les gens perdent leurs emplois, il y a de la misère socio-économique, puis dans ce temps-là, ben, c'est souvent le réflexe, c'est de penser à soi, puis de survivre, puis de subvenir aux besoins de sa famille, puis c'est juste normal. Mais en même temps, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une crise économique qui est doublée d'une crise écologique, puis qui est triplée d'une crise sanitaire. En ce moment, il y a des gouvernements qui disent aux travailleurs et travailleuses « retournez travailler », et même si ça a des conséquences néfastes sur votre santé, c'est pas grave, il faut que l'économie reprenne. Okay? On a des gouvernements qui disent « on va reprendre l'économie comme elle était avant », puis on s'en fout finalement que ça ait des conséquences désastreuses pour le climat et l'environnement planétaire. Retournez travailler même si vos salaires stagnent depuis des décennies alors que les richesses continuent de s'accumuler au sommet et qu'il y a une croissance des inégalités socio-économiques. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on est dans une phase aussi où les gens se posent des questions. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça et est-ce que ça doit fonctionner comme ça? Et je pense que le rôle de parti de gauche comme QS, c'est de souffler sur les braises de ces questionnements-là, puis pas juste sur les questionnements, mais aussi sur les mobilisations et les projets collectifs pour essayer de sortir de cette logique-là qui est mortifère, en fait. Donc, non, c'est pas quelque chose de bien. Il y a toujours le point de vue du capital et celui des travailleurs et des travailleurs. Je pense qu'il faut garder ça en tête. Merci beaucoup, Xavier, pour ces éclairages. On va avoir une question vocale de Wassila Hadjabi. Wassila, je vais ouvrir ton micro. Et puis, comme tu as également posé des questions à l'écrit, je t'invite peut-être à inclure des éléments aussi que tu as posés à l'écrit. Donc, je vais activer ton micro maintenant. Tu peux faire la même chose de ton côté. Merci. Oui, bonjour Xavier. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire, en tout cas, pour les novices. En fait, moi, j'ai une grande crainte par rapport à l'arrimage mondial vers une économie non capitaliste. Donc, comment faire pour ne pas répondre à la logique capitaliste des autres pays dans le cadre de cette mondialisation, notamment le monde pétrolier? Donc, j'ai vraiment une grande crainte. Par rapport aussi, je m'interrogeais par rapport à la question de l'argent. En fait, si je peux citer le cas comment il s'appelle, Kadhafi, qui voulait instaurer sa propre monnaie en fait en argent concret pour éviter toute la question des spéculations et tout. Et finalement, indirectement, il a été ligoté, bien sûr, entre autres cette raison en fait. Voilà. OK. Oui, ben, sur l'argent, je ramènerai à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on peut repenser les échanges, mais ça va impliquer de penser à l'argent. Mais ça va impliquer surtout, je pense, de démocratiser et socialiser, donc nationaliser le secteur bancaire et financier. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et à partir de ce moment-là, on aura des outils pour contrôler la façon dont on finance les projets et on fait circuler les masses monétaires dans notre économie. Mais une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de secret. Hein? Ça crée un effet domino et il faut repenser plus largement l'économie. Bon, je laisse ça de côté pour l'instant parce que c'est un vaste sujet. Sur le pétrole, c'est une question qui est très, très importante. Parce qu'en fait, l'écrasement de l'économie qui a eu cours à la fin février 2020, il y a quelques semaines, et au début de mars,
Ça s'est fait avec le confinement des économies, donc la mise en pause des économies. Mais un effet déclencheur, ça a été aussi, entre la pandémie et la crise économique actuelle, la hausse du chômage, la baisse massive du PIB, il y a la question du choc pétrolier qui a eu cours. Et ça, c'est aussi très, très important. Je n'en ai pas parlé dans ma présentation, mais c'est un élément qui est important. Il y a eu un choc pétrolier donc, dans les dernières semaines, les derniers mois, parce qu'il y a eu, au moment où l'économie mondiale ralentissait, ça allait faire en sorte nécessairement que la demande pour le pétrole allait chuter et donc que les prix du pétrole allaient chuter. Si les prix du pétrole chutent, des pays comme les États-Unis et le Canada ne sont pas contents. Okay? Les États-Unis, c'est un des plus grands producteurs de pétrole au monde en ce moment, mais il y a énormément de son pétrole, comme le Canada d'ailleurs, qui est très difficile à extraire, c'est très coûteux. Une bonne partie de ça qui découle de processus du genre gaz de schiste au Canada, dans l'Ouest, c'est un pétrole qui est produit des sables bitumineux. C'est très dur à extraire, c'est très, très coûteux aussi à extraire. Ça veut dire que si le prix du pétrole baisse trop, ça devient plus profitable d'extraire ce pétrole-là. Et donc, l'économie pétrolière du Canada et des États-Unis, par exemple, a besoin de prix du pétrole qui sont maintenus à un certain niveau. Ce qui est arrivé, c'est qu'en février dernier, quand l'économie ralentit, la demande baisse et donc le prix du pétrole va baisser. La logique de ça, c'est pour rétablir les prix du pétrole, c'est qu'il faut faire baisser l'offre aussi. Les États-Unis voulaient faire en sorte qu'on baisse l'offre pour maintenir les prix du pétrole élevés, pour maintenir à flot son économie pétrolière aux États-Unis. La Russie a refusé de faire ça. La Russie a continué de dire, nous, on va produire, puis on va produire plus, même si ça va faire baisser vos prix et vos profits. Donc là, il y a toute une géopolitique qui s'organise autour de ça. L'Arabie saoudite, qui est alliée avec les États-Unis sur cette question-là, a dit « OK, I'm going to call your bluff » à la Russie. Puis si tu veux faire ça, moi, je vais produire encore plus de pétrole. Et vu que je suis l'économie pétrolière la plus productive et la plus intense au monde, ça me coûte moins cher que toi encore de produire du pétrole. Et je vais te battre à ton propre jeu. Je vais te battre à la compétition à laquelle tu m'appelles. Et donc ça a fait en sorte que la production a augmenté au moment où la demande baissait et donc les prix, au moment où l'économie s'écroulait, et donc les prix se sont écrasés. Et ça, c'est dramatique pour des économies comme les États-Unis et le Canada, comme je le disais. Mais donc, le choc pétrolier, il vient de là. Okay? Et ça, c'est un autre problème de l'économie mondiale en ce moment. Mais ça me rappelle ça me ramène à mes questions plus générales. On est dans une économie où est-ce que ce qui régit l'économie, c'est la fluctuation des prix qui fait fluctuer les profits et on produit pour maximiser les profits. Et donc, les entreprises américaines, ils veulent maintenir de production de pétrole, ils veulent maintenir, et au Canada aussi, des prix élevés pour continuer de produire du profit, du pétrole, d'engranger les profits, même si ça détruit les planètes. Vous comprenez, on reste dans cette logique-là, encore une fois, de l'organisation de l'économie à travers la fluctuation des prix sur le marché et donc de maximisation du profit. Mais on n'arrivera pas à sortir de cette logique-là, encore une fois, si on ne repense pas certains fondements de l'économie, je pense. Je vais m'arrêter là-dessus sur ça. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce qu'il te reste encore un petit peu de temps pour répondre à des questions? J'ai tout le temps que vous voulez. Parfait. Donc, on va continuer peut-être, si tout le monde, tous ceux et celles qui veulent poser leurs questions, on va peut-être continuer encore quelques minutes. On a une question par écrit de Samuel Boski qui nous demande, vous avez commencé la présentation en expliquant qu'en 2019, l'économie se contractait dans de nombreux pays occidentaux. Pourtant, au Canada et au Québec, il y avait une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Est-ce une contradiction ou les deux sont compatibles? Sont-ils compatibles? Ouais. Bon, écoutez, là-dessus, il faut dire au moins deux choses. Okay? C'est que d'abord, il y a des disparités dans l'économie mondiale. Il y a certaines régions où est-ce que, même si l'économie mondiale va mal, ça va aller relativement mieux dans certains secteurs. Okay? Donc, au Québec, l'économie allait un peu mieux que, par exemple, dans certains États américains ou certains pays européens, comme l'Italie, par exemple, okay? Ou la Grèce, par exemple, okay? Où là, la situation économique est vraiment... L'économie mondiale, ça va mal, mais ça va particulièrement mal en Italie, par exemple, au Japon depuis plusieurs années aussi, etc. Donc, il y a des disparités. Mais on ne peut pas comprendre l'économie québécoise si on ne la replace pas dans l'économie canadienne, nord-américaine, puis mondiale. Parce que là, la crise qu'on vit en ce moment, qui va durer pendant plusieurs mois, plusieurs années,
ben, le Québec, c'est pas une île qui est isolée, on n'est pas sur une autre planète. OK? Donc, il faut relativiser, il y a des disparités dans l'économie mondiale. L'autre élément qu'il faut voir, c'est, OK, il y avait une soi-disant pénurie de main-d'œuvre. Au Québec, c'est peut-être vrai. Au Canada, c'est moins clair. Au Canada, moi, les chiffres que je vois, c'est qu'il y a le taux de chômage. Le taux de chômage officiel, c'est un calcul où on demande aux gens s'ils cherchent un emploi et s'ils sont arrivés à en trouver un. Mais parmi les chômeurs, et donc dans le taux de chômage, on inclut juste les gens qui disent « oui, je me cherche un emploi ». Mais depuis 2008-2009, il y a beaucoup de gens qui ont cessé de se chercher un emploi parce qu'ils ont perdu leur emploi, puis ils étaient au bord de la retraite, puis ils ont accepté une baisse de leur niveau de vie. Et donc, ça fait en sorte ça, que le taux de chômage, ça ne rend pas nécessairement cette réalité-là. Premier élément. Deuxième élément, donc, il y a d'autres indicateurs. Un de ceux-là, c'est le taux d'emploi. OK? Quelle proportion de la main-d'œuvre totale potentielle au Québec est employée, en gros? Et ce qu'on constate, en fait, à l'échelle canadienne, Québec, c'est pas exactement ça, mais à l'échelle canadienne, en tout cas, c'est que le taux d'emploi est revenu à son taux qui existait avant la grande récession de 2008-2009 dans les derniers mois, en fait, au cours de la dernière année, en 2019. Ça veut dire que le taux d'emploi a pris environ une décennie pour retrouver son niveau qu'il avait avant la crise de 2008-2009. Okay? L'autre élément ensuite de ça, c'est le suivant. Il y a un livre de Kim Moody qui s'appelle On New Terrain, que j'ai quelque part ici, qui explique très bien le phénomène. Les crises économiques successives, elles ont détruit du capital productif. De façon la plus importante en 1982, 80, 81, 82, dans le Volcker Shock, comme je disais tout à l'heure, avec la grande récession de 80, 82. Ça a été vrai aussi avec la récession de 90-91. Et ça a été vrai quand même en 2000-2001. Puis en 2008-2009, même si ça a été contenu par les interventions massives des gouvernements, puis qu'il n'y a pas eu assez de destruction de capital pour relancer l'économie. Mais à chaque fois, il y a quand même eu une certaine destruction de capital, moins intense dans les dernières crises, mais très intense en 74-75, en 80-82, etc. À chaque fois que ça arrive, ça détruit un certain secteur de l'économie. En Amérique du Nord, beaucoup, ce qui s'est passé, c'est en 80-82, beaucoup des emplois qui ont été détruits, ça a été des emplois industriels. Les emplois industriels, ce sont souvent les mieux payés, pas toujours, mais beaucoup dans le secteur automobile, la sidérurgie. Ce sont des bons emplois au sens où, même s'ils sont très difficiles, physiquement, souvent, ce sont des emplois qui sont bien payés. Quand ça s'est détruit, ces jobs-là, souvent, quand ils ont été recréés dans d'autres pôles d'accumulation. Maquiladoras du nord du Mexique, économie de l'ancien bloc de l'Est en Europe de l'Est, ou en Chine, et surtout en Chine, notamment. Okay? Mais il y a de nouveaux emplois qui vont être créés progressivement, par exemple aux États-Unis, au Canada, pour compenser. Mais ce que Kim Moody explique et montre statistiquement très bien, c'est très bien appuyé, c'est que les nouveaux emplois qui tendent à être créés, et depuis 2008-2009, il y a des emplois qui ont été créés, et ces emplois-là, souvent, ils sont beaucoup plus précaires et ils sont à salaire beaucoup plus faible aussi. Et ce qu'on constate, c'est une transition d'économie qui est de moins en moins industrielle, avec les bons emplois que ça comporte en termes salariales, et de plus en plus vers des emplois qui sont dans le domaine du care, qui sont dans le domaine de la santé, qui sont dans le domaine de l'entretien des installations dans les usines, dans les entrepôts, dans l'entretien ménager, puis aussi beaucoup dans le secteur de la logistique. Okay? La logistique, c'est les Amazones de ce monde, avec les grands entrepôts puis la livraison à domicile. Le care, évidemment, c'est les soins de santé, les CHSLD privés, les résidences pour aînés avec le vieillissement de la population, mais aussi d'autres secteurs du care, avec une majorité de femmes et de personnes racisées qui sont à l'avant-plan de ces secteurs-là. Mais ces emplois-là, on le sait, on le voit de façon criante, notamment dans le care au Québec en ce moment. Ce sont des emplois qui sont absolument cruciaux et nécessaires, mais qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Okay? Donc, l'économie peut créer des nouveaux emplois, mais le capital, pour être profitable et s'accumuler, tend à recréer des emplois qui sont moins bien payés, qui sont plus difficiles et relativement plus précaires aussi. Donc, au Québec, oui, pratiquement pénurie de main-d'œuvre, mais encore là, il faut voir les différents indicateurs, comme je le disais, mais il faut voir aussi le renouvellement de l'emploi, sur quelle base ça se fait. Et le fait que le renouvellement de l'emploi, il se fasse dans des secteurs tendanciellement, pas toujours, mais majoritairement et tendanciellement moins bien payés, ça a aussi contribué fortement
à l'aplatissement de la courbe des hausses des salaires réels que je vous ai montré au cours de ma présentation. J'espère que ça répond. Merci beaucoup, Xavier, pour cette réponse très détaillée. On va devoir malheureusement quitter cette présentation puisqu'il y a un autre atelier qui commence dans 20 minutes à peu près et on me dit que certains participants essaient de se connecter. Donc, je voulais te remercier vraiment pour ta participation. C'était très intéressant. On a encore énormément de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Peut-être qu'on aura l'occasion de te revoir ou de recroiser prochainement pour répondre à ces questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à l'atelier. C'était vraiment très pertinent et très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis dans le chat des liens vers un livre que Xavier nous a suggéré. Donc, de David McNally. Vous trouverez le lien dans le chat. J'ai également mis dans le chat les références pour les prochains ateliers qui vont avoir lieu plus tard cette semaine, dont l'atelier justement qui devrait commencer à 13h, donc qui est un panel de discussion autour, qui se nomme « Autour de la peur, l'amour et la libération », une réflexion sur les angles morts, animé donc par Alexa Conradi. Donc, je vous invite peut-être à participer à cet atelier-là si vous avez le courage de rester en ligne pour encore un moment. Sinon, je vous invite à voir un peu les prochains ateliers qui sont inscrits également dans le chat, qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Donc, vraiment, merci beaucoup, Xavier, pour ta présentation. C'était super intéressant. Puis, merci à tout le monde pour votre présence. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Samuel. Merci tout le monde. Bye-bye.